Bonjour, comment ça va les gars? Bienvenue et bon retour sur la chaîne Maïs Real Vision. Donc aujourd'hui, retour à froid, débrief à froid sur la défaite et l'élimination du Real Madrid contre le Bayern. Et ensuite, on va voir qu'en est-il maintenant de cette fin de saison, parce que c'est une saison blanche qui se profile pour le Real. Et qu'en est-il de l'avenir du Real pour la saison prochaine et les futures saisons? Le Real Madrid dans sa globalité, mais des individualités également, notamment Florentino Pérez, l'ensemble de la direction, le coach en place actuellement, Arbeloa, certains joueurs de l'effectif, voilà. Donc j'ai réagi énormément à chaud ce soir-là. Un ami à moi m'a fait remarquer que je parlais que du Kakamavinga. J'ai regardé la vidéo, je parlais pas forcément que du Kakamavinga, mais ça a pris tellement d'ampleur dans ma vidéo qu'on a retenu que ça. Je vois que des supporters du Real, je vois que des joueurs du Real, je vois parfois une certaine partie de la presse du Real, c'est pas tout le monde, hein, qui se cache derrière cette décision arbitrale. Donc ça veut dire que le Real est à la ramasse complète depuis deux-trois saisons. Mais si on se focalise que sur cette saison, ils sont à la ramasse complète, parce que je ferai d'autres vidéos. Le Real en championnat, c'est 5 défaites. Le Real en championnat, c'est 4 matchs nuls. Le Real en championnat, ils ont perdu 23 points. Et à 5 journées de la fin, tu as le Barça qui te met un plus 9. Et tu te caches juste sur cette décision arbitrale. Le... Moi, je ne suis pas là pour dire il y a eu erreur, il n'y a pas eu erreur. Les erreurs arbitrales, ça fait partie du foot, malheureusement. Il faut faire avec. Je sais pas s'il y a eu erreur ou pas erreur. Moi, je sais que dès que j'ai vu qu'Arbeloa il a fait rentrer Kamavinga, j'ai compris que c'était mort pour nous. Donc, on va revenir un peu sur ce match. De la même manière que j'ai commencé, je vous garantis, les gars, que quand j'ai vu la composition de l'équipe, les gars, j'étais vraiment le plus heureux. Mais vraiment, quand je vois la défense centrale, la meilleure qui puisse mettre à ce moment-là, Militao, Rudiger, pas d'Asensio, pas de Chêne. Mendy, qui a joué que 3 ou 4 matchs cette année, c'est inédit. Il est prêt pour jouer contre le Bayern en quart de finale. Pas de Carreras, pas de Fran Garcia, pas de Camavinga expérimental à gauche. À droite, on peut se plaindre de Trent, on peut se plaindre de lui, hein. Mais il n'y a que Carvajal. C'était ou Carvajal ou Trent. On choisit Trent. Toute la saison, celui qui a tenu le poste de numéro 6 a été Tchouaméni. Et pour le dernier match de la saison, le match le plus important, il n'est pas là car il est suspendu. On a expliqué, on a demandé, on a souhaité que pour remplacer Tchouaméni, il fallait absolument pas qu'il y ait Kamavinga. Valverde, c'était une possibilité. Bellingham, c'était une possibilité. Mettre un double pivot carrément. Valverde, Bellingham, ça en était une. Faire des trucs hybrides comme Echen en 6, Militao en 6, c'était une possibilité. Thiago Pitache, c'était une possibilité. Le fameux Sestero dont on a entendu parler. Aujourd'hui, je vous le dis, même un mec comme Sestero, qu'il a eu qu'un match, je crois, dans les pattes avec Arbeloa, c'était mieux de le faire entrer à la 60e que Kamavinga alors qu'il n'a jamais joué, alors qu'il n'a pas d'expérience, alors qu'il a la pression, c'était mieux. Quand, quand je vois la formation, parce que on peut faire des débats. Tu as Mbappé dans l'effectif qui revient, même si on ne change pas une équipe qui gagne. Arbeloa, il peut pas. C'est impossible que Arbeloa, il laisse Mbappé sur le banc et il met la même équipe qui a marché. Et peut-être que ça aurait marché. Mais c'est ça le pire. Peut-être que ça aurait marché. Il peut pas, il était obligé de le mettre. Il n'avait pas le choix, il était obligé de le mettre. Et la première mi-temps, elle était magnifique. Mais
il faut relativiser le côté magnifique. Une bourde de Manuel Neuer qui a fait un match prime au match aller. Au match aller, si on a le Neuer du match retour, je pense qu'on est qualifié au match aller. Tu es qualifié. Parce que souvenez-vous ce qu'il a arrêté, que ce soit de Vinicius ou d'Mbappé. On n'a parlé que de la prestation de Manuel Neuer prime. Et le destin, il fait quoi? 44e seconde, mauvaise relance. T'imagines? Il envoie dans les pieds de Arda Güler. Arda Güler sans contrôle, pam, on refait notre retard. Et même le coup franc. Le coup franc, c'est pas une pure lucarne. C'est pas une grosse patate. Et il n'arrive pas à la bloquer, il n'arrive pas à la repousser et il tombe dans les cages. Mais malgré tout, nous de notre côté, l'Union, on se prend une égalisation, il n'a pas été bon sur le corner. Ça, j'y reviendrai parce que moi, ça fait longtemps, ça fait des années. J'ai ma vision sur le poste de gardien. Pour moi, il faudrait tout révolutionner dès le baby-foot. Parce que tu peux pas, selon moi, tu peux pas avoir 3 gardiens dans l'effectif et il n'y en a qu'un seul qui joue. Jusqu'à ce qu'un jour il soit blessé. Ensuite, tu appelles le numéro 2 qui n'a pas de rythme, il ne joue jamais. Et ensuite, tu veux qu'il soit aussi bon que le titulaire. Pour moi, ça, c'est un problème. Pour moi, il faudrait révolutionner le monde du foot. Le monde du foot devrait avoir 2 gardiens, 3 gardiens. Il faudrait un quota de matchs. Et c'est seulement le meilleur des 3 qui jouera les grosses affiches. Tout simplement. Définir qui est le meilleur des 3 pour jouer les grosses affiches. Sinon, il y a un quota de matchs. Pour que quand il y en a un qui est blessé, qu'il y en a un qui est suspendu, l'autre, il n'arrive pas avec 30 matchs, le cul posé sur la chaise OG du Real, en train de regarder les matchs comme ça. Bref. Donc ça, c'était pour le cas de Lounine. Le but de Kane, il est magnifique. La remontée de balle, récupération, remontée de balle de Upamecano, ça montre dans toutes les écoles de foot comment un défenseur, comment un libéro. Parce que pour moi, ce qu'il fait, c'est comme un libéro. Il fait une remontée de balle, il fait une passe juste sur Kane, juste sur un contrôle. Il y a 2 défenseurs, ils ne savent plus où donner de la tête. Je pars à gauche, je pars à droite, je reste sur mes appuis, ils ne savent pas où donner de la tête. Juste sur le contrôle, la position du corps, pam, il se passe, il ajoute de l'autre côté. Magnifique, Harry Kane, magnifique. Donc ça a été une première mi-temps incroyable, incroyable. Le but d'Mbappé, c'est dans la panoplie des numéro 9 sur ma chaîne. Souvent, je parle des buts de la tête. Souvent, je parle de libérer les espaces. Et souvent, je parle du fait de fixer 1, voire 2 défenseurs. Donc, le fait de fixer 1 et 2 défenseurs, ça va dans le sens de libérer des espaces pour tes partenaires. Mais quand il y a Vinicius qui récupère le ballon en tant qu'ailier gauche, et que pendant ce temps-là, tu as Mbappé qui fonce dans la surface comme un numéro 9, sans se mettre hors jeu, et que Vinicius, il la place au bon endroit, au bon moment, et que Mbappé est fini, c'est ça, on aurait voulu voir ça plus souvent dans la saison. Parce que si Mbappé n'a pas les qualités du numéro 9, à savoir marquer de la tête, fixer les défenseurs, remonter le... Il a d'autres qualités. Ça, c'est dommage qu'on ne l'a pas vu souvent. Par contre, les gars, la deuxième mi-temps, la deuxième mi-temps, il faut dire ce qui est. Le Bayern a été supérieur dans la maîtrise du ballon, dans la circulation du ballon. C'est eux qui avaient le pied sur le ballon. Nous, on n'attendait qu'un contre en transition rapide. Et on a eu des occasions. Hein. On a eu des occasions, on peut décortiquer. Il y a la fameuse occasion, à un moment donné, Mbappé il aurait pu décaler Vinicius. Vinicius, il est seul, il ne l'a pas fait. Il y a eu des face-à-face. Il y a eu la fameuse... une sorte de reprise de vol acrobatique d'Mbappé, un peu comme il a marqué en Coupe du Monde. C'est un peu sa spécialité où il se jette comme ça. Là. Il aurait pu marquer. Eh ben, il s'est heurté à Manuel Neuer, ça aurait pu être un but. Ou la barre transversale, à un moment donné, de Vinicius. Il a mis une barre transversale, tu imagines? Ou à un moment donné, Mbappé, il la passe à Valverde. Valverde, il met une vieille frappe du pied gauche. Ça aurait pu être une grosse patate en lucarne. Malgré tout, malgré la saison pitoyable du Real Madrid, malgré les problèmes d'effectifs, de coaching, de ci, de cela, tu passes pas loin. Ça veut dire que si tu avais une grosse équipe qui avait fait une grosse... Oh, tu imagines par exemple, le Bayern n'a perdu que 2 matchs cette saison, toutes compétitions confondues. Un match en championnat et un match contre Arsenal. Là où juste en championnat,
Tu as le Real qui a perdu 5 matchs. Tu as perdu 5 matchs. Juste en championnat, tu as perdu 15 points. Le Bayern d'Ancelotti, qui avait fait le doublé, là, qui a tout gagné là, avec championnat, je crois que c'est une défaite. C'est une défaite et un match nul. 5 défaites. Et tu sais quoi le pire? Il faudrait que je vérifie. Confirmez-moi ça en commentaire, mais le Barça, c'est 4 ou 5 défaites. Par contre, là où le Real, ils ont 4 matchs nuls, le Barça, ils ont un seul match nul. Donc voilà. Donc j'ai essayé de pas trop parler de Camavinga, mais je suis obligé d'en venir au fait. La période de 5 matchs, on gagne 5 matchs, on a aimé le terrain. C'est Thiago Pitarch, c'est Valverde, c'est Tchouaméni, c'est Arda Güler. Pour ce match, tu perds Tchouaméni. Donc logiquement, si tu gardes Thiago Pitarch, Valverde et Arda Güler, tu as juste à rajouter un joueur. Si tu gardes Valverde, Thiago Pitarch et Arda Güler, vu qu'il te manque Tchouaméni, tu as juste à rajouter un joueur. Tu avais juste à rajouter Bellingham. Ton milieu qui t'a garanti les 5 victoires consécutives, et je l'avais dit contre Mallorca, quand Valverde il était suspendu, eh ben, qu'est-ce que toi tu as fait? Tu as laissé. Tu as Valverde qui est suspendu, tu mets Thiago Pitarch sur le banc et tu fais un milieu expérimental. euh, Tu mets Camavinga et Emmanuel Angel. Tu mets Camavinga et Emmanuel Angel. Ça veut dire que zéro. Zéro. Moi, je fais partie de ceux que. Tu vois ce que je peux reprocher à Arbeloa? Tu as vu son meilleur moment de la saison où tout le monde l'a encensé parce qu'il a joué avec les jeunes? Tu n'es pas allé jusqu'au bout de ton truc. Tu n'es pas allé jusqu'au bout. À un moment donné, au moment décisif, au lieu de faire entrer Thiago Pitarch, tu as fait rentrer Camavinga. Parce que ça aurait été tu vois, Thiago Pitarch, il a apporté ce qu'il a apporté. Et quand il y a eu le retour de la trêve et que tu as commencé à le mettre sur le banc, et que tu as recommencé à donner du temps de jeu à Camavinga, on aurait pu se dire que tu le fais reposer. J'ai revu le match, en soi, il n'y avait aucune raison de sortir Brahim à ce moment-là du match. Parce que Brahim et Camavinga, vous êtes d'accord, c'est pas du tout le même poste. Parce que moi, quand je vois le match, j'ai l'impression que, et c'est ça qu'on voit, en vérité, le double pivot, c'est Valverde Bellingham. Brahim, il est plus haut. Il est là pour essayer d'alimenter Mbappé et Vinicius. Il est plus haut sur le terrain. Et quand Brahim il sort, tu décales Valverde à la place de Brahim. Et du coup, tu te retrouves à un double pivot. Bellingham, Camavinga. Et là, déjà, tu vois plein de trous. Parce qu'ils étaient vraiment proches. Valverde et Bellingham, ça bougeait énormément. Mais après, il y a eu des trous parce que l'intelligence de jeu, le duo Valverde-Bellingham, tu voyais pas ces trous. Pourtant, ça pouvait arriver que Valverde monte ou que Bellingham y monte. Tu voyais pas ces trous. Et là, tu voyais plein de trous dans les déplacements, dans la façon de se bouger, de se mouvoir de Camavinga. Le premier carton jaune, j'ai entendu des créateurs de contenu dire que c'est une faute intelligente, mais c'est pas une faute intelligente. C'est ce qui lui arrive dans la majorité des matchs. Le mec, je sais pas pourquoi il est monté pour rien. Il n'est pas monté pour tirer, pour faire une passe, pour rien, dans le vide. Il monte, ça fait qu'à son poste, il y a un trou qui permet à Musiola de s'engouffrer dedans. Donc automatiquement, il est pas là. Donc il est en retard. Le seul moyen de le ralentir, c'est de l'attraper, de le ceinturer. Tu te manges un carton jaune. Là, je vous parle, ça fait mal. Hein. Donc voilà, tu es éliminé. Il y a un truc que j'ai totalement détesté. C'est pas la première fois que ça arrive au Real Madrid. C'est le mauvais comportement. Le mauvais perdant. Le mauvais perdant. Comment il s'appelle Rudiger. Il aurait pu 100 fois se prendre un carton jaune, se prendre un carton rouge. Les coups d'impact physique, il s'en sort bien, lui. Il s'en sort bien, tu sais pourquoi? Parce que côté Bayern, il y a beaucoup de ses coéquipiers en Allemagne. Quand il met des coups d'épaule à Gnabry, c'est son pote, Gnabry, en sélection allemande. Mais il fait ça contre. Tu vois, nous, on est supporters du Real, mais il faut dire qu'à un moment donné, il abuse. Il abuse dans l'impact physique inutile. Il aurait pu se prendre un carton jaune et un carton rouge. Eh ben, c'est tombé sur Camavinga.
Il aurait pu se prendre un carton jaune, que c'était mérité. Et c'est pareil pour Vinicius, à un moment donné, en début du match, je sais pas pourquoi il pousse Kimmich, il le fait tomber, après il le pousse, et après il se plaint, il aurait pu se prendre un carton. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, j'ai détesté la réaction du Real en fin de match. Tu as le petit Arda, il se prend un carton jaune pour rien. Tout le monde se plaint. Franchement, tu montres une mauvaise image. Mais c'est pas la première fois. C'est des mauvais perdants, le Real. Le- que tu sois mauvais perdant, que tu as la gagne en toi et que quand tu perds, tu. Mais c'est pas pour autant que ça justifie un mauvais comportement ou de mauvaises paroles. Bref. Donc là, la fin de saison du Real, donc il reste 5 matchs en Liga. Tu as 9 points. Euh, Qu'attendre de cette fin de saison? Pour les pro- il faut, il y a une date à retenir, mais je ne sais pas dans quelle mesure elle sera intéressante ou pas, c'est le 10 mai. Le 10 mai, tu as le Classico, mais en soi, quelle formation il va mettre maintenant? Aujourd'hui, en tant que supporter du Real, qu'est-ce que tu attends des prochains matchs? Faire tourner, remettre la même équipe? Qu'est-ce que tu attends? Est-ce qu'il y aura un impact? Est-ce que tu vas gagner? Est-ce que tu vas gagner tes 5 prochains matchs? Est-ce que tu vas essayer d'avoir l'honneur de gagner tes 5 prochains matchs et même de gagner le Classico et ainsi revenir à 5 points? Perdre le championnat avec 5 points de différence. Si tu bats le Barça, tu reviens à 5 points. Et si le Barça repère un autre match contre quelqu'un, je sais pas qui, tu reviens à 2 points. Voilà. Donc, la fin de saison, les gars, je vous dis la vérité, moi, j'attends plus rien. Il y a mon côté supporter du Real et mon côté créateur de contenu maintenant qui fait que voilà, je vais couvrir les matchs, je vais les regarder, je vais les commenter, je vais les analyser, je vais voir dans quelle mesure on peut regarder les choses. Sinon, par rapport à l'année prochaine, quand tu regardes l'actualité, moi, il y a une leçon que j'ai retenue, elle date de 2014. Le mercato 2014, j'étais pas forcément. Ça a été une période de ma vie où j'étais pas à fond dans le foot pour le mercato 2014. Et j'ai pris une leçon, c'est que à l'époque, Neymar Prime il jouait FC Barcelone. On était dans un autre monde, on était dans un autre foot. Et il y avait des rumeurs de Neymar au PSG, mais c'était inconcevable. Même le mot, il est faible. Quand je dis que c'était inconcevable, je ne sais pas si aujourd'hui on peut dire tel joueur il sera dans un club, c'est impossible. À ce point-là. C'était impossible. C'était impossible. Le Barça, ils avaient une sale équipe. Il y avait Messi, il y avait Suarez. Neymar, il était pas loin d'accrocher le ballon d'or. Les seuls qui étaient devant lui, c'était Messi et Ronaldo. Il était injouable, c'était énorme. Tu entends qu'il y a une rumeur de Messi au PSG. Et pam, un jour, ça se concrétise dans ce mercato-là. Séisme footballistique. Aujourd'hui, il y a quoi comme transfert qui pourrait être un séisme que tu t'attends pas? Un séisme. Même si le Real arrive à acheter Olysée, c'est pas un séisme. Même si le Real arrive à acheter un Vitinha au PSG, c'est pas un séisme. Dites-moi en commentaire si vous voyez un joueur dans un club, si un autre club arrive à l'acheter, ça serait un séisme. Ça a été un séisme footballistique. C'était incroyable. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce jour-là, je me suis rendu compte que parfois les rumeurs, même grosses, aussi grosses qu'elles puissent paraître, parfois c'est vrai. C'est-à-dire que là, quand tu entends les rumeurs, il y a de quoi s'inquiéter pour le Real. On entend que Florentino Pérez il serait rentré dans le vestiaire après la défaite et qu'il aurait félicité les joueurs, qu'il aurait réconforté les joueurs et qu'apparemment il compte sur eux l'année prochaine. Que le trio Vinicius, Mbappé, Bellingham est intouchable. Qu'on ne va pas forcément faire de transfert. Que Florentino y croit à cette équipe.
que peut-être il va garder Arbeloa. Quand j'entends ça, et il y a beaucoup de créateurs de contenu et même des supporters du Real, même moi-même, ça peut être fou de dire ce que je veux dire, mais à un moment donné, parce que la saison blanche, la majorité des créateurs de contenu, on n'a pas attendu le mois d'avril pour en parler. La saison blanche, au mois de novembre, il y a déjà des créateurs de contenu qui titraient saison blanche. Mais pas saison blanche avec un point d'interrogation, saison blanche avec un point d'exclamation. Au mois de novembre, au mois de décembre, c'est bon, on avait vu qu'on partait en saison blanche. Parce qu'on voit le contenu des matchs. Et le fait que ça ne déclare pas de refonte, parce qu'on aurait besoin d'un nouveau président. Le président, il a 79 ans, 80 ans, ça c'est EHPAD, ça. Tu es en EHPAD, frère. À 80 ans, tu ne peux pas être à la tête du plus grand club du monde comme ça. Nous, on a acheté Mastuento, le Bayern, ils ont acheté Olysée. Pour la même somme. Quand on a acheté Mastuento, il y a des gens, qui connaissent le foot, ils ont osé dire que Mastuento, c'était du niveau de Lamine Yamal. Mastuento du niveau de Lamine Yamal. Et aujourd'hui, tu as des joueurs, tu as des consultants qui te disent que c'est Lamine Yamal qui va avoir le ballon d'or. Alors qu'Olysée, tu vois, on parle de Mastuento, on met Mastuento au même niveau que Lamine Yamal, et au final, c'est Olysée qui se rapproche du ballon d'or. Donc apparemment, on risque de commencer une saison avec la même équipe. Il n'y a pas de souci, hein, on entend beaucoup de joueurs, parce qu'apparemment, la ville de Madrid, elle est magnifique. Tu as ton contrat. Même si tu as un an de contrat, tu t'accroches à ton contrat. Regarde, Alaba, il est parti jusqu'au bout de son contrat. Les joueurs, ils vont jusqu'au bout de leur contrat. Et si sur un malentendu, tu arrives à prolonger, tu prolonges. Donc Kamavinga, il reste. Tout le monde reste. Il aurait fallu que tu achètes un vrai neuf. Il aurait fallu que tu achètes deux milieux de terrain de haut niveau. Parce que moi, je vais vous dire un truc. Le 4K2 a, entre guillemets, sauvé le Real Madrid. Entre guillemets, parce que c'est saison blanche. Mais moi, je vous le dis, quand tu as les joueurs pour faire un 4-3-3, selon moi, c'est meilleure formation. Comme le Bayern. Quand tu disposes d'un vrai neuf, quand tu disposes de deux vrais ailiers, quand au milieu à 3 arrive à couvrir toute la longueur et la largeur, en offensif, en défensif, quand ta défense elle est costaud, quand les latéraux ils font le taf et que tu es un grand gardien, ça surpasse le 4K2, même si moi je fais partie d'une époque où c'était le 4K2 qui dominait le foot. Le Real était obligé de repasser en 4K2 pour éviter certaines brèches au milieu de terrain. Parce que le milieu il était trop faible, ils avaient besoin de jouer à 4 milieux. Le Real n'avait pas la capacité de jouer à 3 milieux. Ça demandait trop d'efforts et le Real n'avait pas les milieux pour le faire. Quand tu entends que probablement on va repartir avec la même chose, ça parle de refaire venir Hendrick, mais Hendrick, déjà ça fait 2 ans que tu ne te fais pas confiance, tu l'as prêté. Et moi, même si je ne suis pas le championnat de France, j'entends, hein. Il a commencé en bombe, après il a disparu des radars. Et là, il revient, mais voilà quoi. C'est très très inquiétant, les gars. Franchement, d'un point de vue madrilène, euh, quand tu prends le cas Militao, quand tu prends le cas Rudiger, les mecs, ils n'ont pas joué toute la saison. Militao, je ne sais pas c'est combien de matchs. Rudiger, je ne sais pas c'est combien de matchs. Tu as besoin d'avoir deux défenseurs du niveau de Militao qui peuvent tenir la défense sur toute la saison. C'est un miracle que Militao il a pu être présent pour le Bayern. Mais sinon, tu dois te taper du Asensio, tu dois te taper du Euchen. Euchen, ça a été une erreur de transfert. Oui, il est jeune, il a du potentiel et tout, il est là. Asensio, c'est parce que dans la saison précédente, c'était le cas où on est parti chercher à la Castilla. On voit qu'il a des paliers qu'il n'atteint pas. Trent Arnold, ça a été une erreur de transfert. Carreras, on était content, mais
de juste son apport offensif. Il y a qui comme latéral gauche qui est aussi bon que Mendy. Quand tu vois l'effectif du Barça, moi je te dis un truc, hein, le FC Barcelone c'est simple. S'ils ont un don, c'est même pas besoin d'avoir un don. Eux, par rapport à leur 4-3-3, il leur manque un vrai neuf. Par rapport à leur 4-3-3, apparemment Rafinha il était blessé, mais il leur manque un vrai ailier gauche. Par exemple, tu vois, si le Barça avait acheté Lookman, parce que je pense que Rafinha, tu peux le mettre au milieu de terrain. Avec aux côtés des Pedri, tu peux le mettre en milieu de terrain. Mais il te faut un vrai neuf. Lamine Yamal à droite, un vrai neuf, un vrai ailier gauche. Jérémy Doku, tu vois, un vrai ailier gauche. Tu rebascules Rafinha en milieu de terrain avec Pedri. Ils ont même pas besoin d'acheter un autre milieu. Par contre, le Barça, ils ont besoin d'une vraie charnière centrale. Un vrai latéral droit, parce que Koundé, c'est pas un vrai latéral droit de formation. Il y a 2 saisons, il a performé, mais là, ça va plus. Et ils peuvent faire mieux en ailier gauche. Voilà les axes d'amélioration du Barça. C'est un peu similaire. Eux, ils n'ont pas besoin d'acheter de milieu. Voilà. La seule différence, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'acheter de milieu. Ils ont besoin d'un vrai neuf, parce que Lewandowski il est sur le déclin. Et Ferran Torres, il dépend bien, mais c'est pas assez fort. Il faut vraiment Haaland, Harry Kane, quelqu'un que voilà, c'est costaud. Un vrai ailier gauche. Et si t'as donc ailier gauche numéro 9, une vraie paire de défenseurs et de latéraux. Ils ont un bon gardien. Alors que nous, le Real, on a besoin d'un vrai neuf. On a besoin de deux gros milieux de terrain. On a besoin d'une charnière centrale complète. On a besoin d'un latéral droit. On a besoin d'un autre latéral gauche. Bon, les gars, je vais m'arrêter là. Euh, J'ai même pas consulté le calendrier, vu que le Real a joué mardi. On est samedi, peut-être qu'il joue aujourd'hui, peut-être qu'il joue demain. Je suis un peu à la rue là. J'ai vraiment patienté pour faire ce débrief à froid. Donc les gars, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne MyZeral Vision. J'ai mon compte TikTok, j'ai mon compte Insta. Moi de base, par rapport à ma consommation du foot, quand j'ai décidé de faire ma chaîne, je suis passé sur YouTube. Et apparemment, il est bon d'avoir également c'est bien aussi d'avoir TikTok et Insta, mais c'est vrai que je suis pas encore à l'aise. Donc voilà, je vais balancer un TikTok là, allez-y voir. C'est toujours simple, c'est Miles Real Vision, que ce soit TikTok ou Insta ou YouTube, Miles Real Vision. Bon les gars, je vous dis à très très bientôt. Allez, tchuss.